Merci beaucoup. Merci, Martin. Merci pour l'accueil et pour l'ovation. Je pense que c'est ma première avis, donc ça fait plaisir. Merci aussi pour vos réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font écho à ce dont je vais vous parler ce matin. Je vais beaucoup vous parler, bien évidemment, de communication, de dialogue, de transparence, de confiance. Donc, tous des éléments que vous avez pointés. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de la communication du risque et de l'influence de celle-ci, de cette communication du risque, sur la construction de l'acceptabilité sociale de projets, comme par exemple un projet de revalorisation de résidus miniers amiantés. Donc, l'acceptabilité sociale, on entend parler de ce terme-là dans l'espace public depuis maintenant près de 20 ans au Québec. Donc, c'est devenu un impératif clair. On a tous et toutes en tête des projets qui ont dû être stoppés faute de ce qu'on a appelé l'acceptabilité sociale. Donc, un impératif clair, mais quand même des balises qui demeurent floues, notamment comment mesurer, comment évaluer, comment déterminer qu'on a atteint ou pas l'acceptabilité sociale en lien avec un projet. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de revenir sur les fondements de ce terme, de ce concept, pour qu'on développe ensemble une vision commune de ce que moi j'estime être un impératif. Donc, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Je vous disais, on discute de ce terme-là depuis à peu près 20 ans au Québec. Donc, le terme a été popularisé au tournant des années 2000. C'est un terme qui a d'abord été proposé par le milieu des affaires. Et je vous ai mis ici une illustration d'une conférence des affaires. Donc, ce genre d'initiative, je les aime beaucoup. Mais à l'époque, donc, on vous disait, acceptabilité sociale, assurer la réussite de vos projets grâce à une meilleure gestion des parties prenantes. Donc, vous alliez à ce séminaire-là, on vous donnait la recette, vous aviez les cases à cocher et vous étiez bon pour faire accepter votre projet. Donc, ce genre d'approche qu'on avait il y a 10 ou 15 ans, ça a généré une certaine méfiance à l'endroit du terme acceptabilité sociale, justement en raison de cette instrumentalisation où on présentait finalement l'acceptabilité comme une recette à suivre qui nous garantirait le succès. Évidemment, on s'est rendu compte que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et depuis les 10 dernières années, on a vraiment, je pense, collectivement évolué pour aborder ce terme-là vraiment dans une visée de démocratie participative. Et je vous ai mis ici une autre illustration qui témoigne, je pense, de ce cheminement collectif. Vous avez le guide du Conseil patronal en environnement du Québec, version 2012, qui s'intitule « Guide de bonnes pratiques afin de favoriser l'acceptabilité sociale des projets ». Donc, cette idée de vendre un projet, de le faire passer. Alors que dans la version 2022 de ce guide, on dit maintenant « Guide de bonnes pratiques pour favoriser des projets socialement acceptables ». Donc, vous voyez un peu la nuance, plutôt que de vouloir faire passer des projets, il s'agit maintenant vraiment d'être à l'écoute des populations pour moduler les projets afin qu'ils répondent donc aux attentes et aux besoins des populations concernées. Donc, la notion s'est graduellement institutionnalisée. Les gouvernements y font abondamment référence. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement y fait également fréquemment référence dans ses rapports. On a eu un jugement de la Cour d'appel du Québec qui a reconnu donc que les décideurs politiques pouvaient considérer l'acceptabilité sociale pour refuser un certificat d'autorisation. Donc, c'est le jugement Stratéco de 2020. Cela dit, et comme je l'annonçais d'entrée de jeu, l'opérationnalisation du terme demeure un peu ambiguë. Comment on fait surtout pour évaluer et pour déterminer si on a atteint l'acceptabilité en lien avec un projet donné? Donc, il y a plusieurs définitions qui circulent. Elles sont nuancées à certains égards. Je vous propose ici la définition de ma collègue Corinne Gendron de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, qui présente l'acceptabilité sociale donc comme l'assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieure aux alternatives connues, y compris le statu quo. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on décortique ensemble cette définition et donc qu'on regarde qu'est-ce que ça veut dire accepter, qu'est-ce qu'on accepte, c'est quoi le projet ou la politique qu'on accepte, qui accepte. Comment en vient-on à accepter? Donc, on va beaucoup parler de processus participatif, comme le titre de ma présentation l'indique. Et enfin, qui décide de l'acceptabilité sociale? Donc, premier élément, que veut dire accepter? La définition que je vous ai présentée fait référence à la notion d'assentiment. Donc, cet assentiment, il peut être formel ou tacite.
Et en fait, souvent, quand on parle d'acceptabilité sociale, on parle d'inacceptabilité. On va mobiliser le terme lorsqu'il y a controverse, lorsqu'il y a conflit. Donc souvent, en fait, quand les projets sont acceptés d'emblée, on va dire que l'acceptabilité, elle est tacite et elle ne fait pas nécessairement l'objet de débats dans l'espace public et médiatique. Lorsqu'un projet ou une politique est ancré dans des débats sociaux qui ont eu lieu en amont, c'est sûr que ça favorise cet assentiment tacite. Dans le cas des RMA, bien, on a eu justement ce rapport du BAP en 2020 qui a posé un diagnostic commun et notamment qui a établi que le statu quo n'était pas une option à envisager. Il fallait faire quelque chose avec ces résidus. 5 ans plus tard, donc on peut quand même se demander si ce diagnostic il est toujours valable et à quel point, en fait, il est partagé au sein de la population. Mais on a quand même eu, donc, une discussion, un dialogue préalable sur cet enjeu de la valorisation des RMA. On distingue généralement 4 niveaux d'acceptabilité. Donc, un projet peut être rejeté, peut être toléré, ce qui correspond à l'assentiment tacite auquel je faisais référence. Un projet peut être explicitement soutenu, ou encore, les populations peuvent carrément s'approprier un projet. C'est le cas quand les populations ont tellement été investies dans les discussions, dans le dialogue autour d'un projet donné, que les populations se l'approprient. Ça devient le projet des populations. J'aurai quelques exemples, si vous voulez, pendant la période de questions là-dessus. Dans le cas des RMA, et je connais peu le contexte, je ne suis pas une spécialiste de l'amiante, mais dans le cas des RMA, compte tenu du contexte polarisé, on en a eu peut-être un exemple dans la conférence précédente, je pense que la tolérance, ce n'est pas une avenue qui est probable. Je pense que pour qu'un projet de valorisation des RMA soit accepté socialement, il devra avoir un soutien explicite de la population. Et je pense qu'il y a quand même des conditions qui pourraient faire en sorte qu'on puisse atteindre un niveau même d'appropriation, si les choses sont bien faites. Donc, la notion d'acceptabilité sociale, c'est une notion évolutive. Donc, ce n'est pas parce qu'un projet est accepté à un temps X qu'il va nécessairement être accepté à un temps Y, d'où l'intérêt donc d'engager le dialogue avec les parties prenantes tout au long de l'élaboration d'un projet, donc de l'idéation jusqu'à l'usage, et je pourrais ajouter jusqu'à la fin de vie d'un projet. C'est d'ailleurs un concept que j'ai retrouvé sur la fiche qui est juste là, donc je pense que ça, c'est assez bien connu. Et donc, il y a plusieurs trajectoires qui sont possibles de l'acceptabilité au fil de l'évolution du projet. Et ces trajectoires, bien, elles sont diverses, surtout quand les risques sont encore mal connus. Donc, on ne sait pas, ça peut prendre une trajectoire favorable ou défavorable lorsque donc, le risque n'est pas tout à fait bien balisé, où il y a des zones d'ombre qui demeurent, lorsqu'on manque de données, lorsqu'il n'y a pas nécessairement de consensus scientifique. Cette référence au consensus scientifique me permet d'ouvrir une parenthèse importante, je ne suis pas sûre qu'on voit très bien, sur les différents types de controverses. Donc, ce que vous avez à gauche, je pense, c'est la controverse scientifique. Donc, une controverse scientifique, ça se joue vraiment dans l'arène scientifique. Ce sont les scientifiques qui, entre eux, débattent sur les données, les résultats de recherche, etc. Et la science n'est pas encore stabilisée lorsqu'on est devant une controverse scientifique. La controverse socio-technique correspond à un déconfinement de la controverse scientifique qui va investir l'espace public, l'espace médiatique. Et donc là, ce ne sont plus que les scientifiques qui discutent entre eux, mais il va vraiment avoir une pluralité d'acteurs qui vont intervenir sur le sujet controversé, les médias, les citoyens, les acteurs sociaux, les acteurs politiques et bien sûr les scientifiques. Et ce déconfinement de la controverse qui va passer dans l'espace public, dans l'espace médiatique, est propice à l'émergence de luttes d'expertise. Comme la science n'est pas encore stabilisée, bien, il va y avoir certains experts qui disent X, d'autres experts qui vont dire Y, et on va assister, nous, comme citoyens, à ces débats, à ces luttes entre différents types d'expertise. Et enfin, la controverse politique correspond donc au débat public où là, cette fois, il y a vraiment un consensus scientifique. Or, il y a quand même débat et controverse parce qu'on ne s'entend pas nécessairement sur les politiques qui doivent être mises en œuvre suivant le consensus scientifique. Donc, il va y avoir, dans la controverse politique, des discussions sur les enjeux éthiques, moraux, politiques de la décision publique. Donc, dans le cas des RMA,
Sur la dangerosité de l'amiante, je pense qu'il y a vraiment une controverse, un consensus scientifique. L'autre exemple facile pour expliquer ces différents types de controverses, ce sont les changements climatiques. Donc, pendant longtemps, on a eu des luttes d'experts, etc. Là, il y a la revue Nature, notamment, qui a fait une méta-analyse et 99,6% des études montrent qu'il y a un réchauffement climatique et que celui-ci est d'origine anthropique. Donc, on a une controverse scientifique, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même des débats politiques sur quoi faire devant cette controverse scientifique. Et donc, comme Emmanuel l'évoquait ce matin, le jeu de l'industrie, et ça a été beaucoup documenté autour de l'industrie du tabac, c'est beaucoup de ramener finalement le consensus scientifique dans la sphère de la controverse sociotechnique. Donc, on va remettre en doute, l'industrie du tabac le fait sur la fumée secondaire. Donc, a dû reconnaître dans les années 70 que, ben oui, le tabac était cancérigène, mais a refusé pendant longtemps de reconnaître les effets de la fumée secondaire. Donc, on essayait tout le temps, et ça c'est documenté sur le plan scientifique, de ramener le débat dans la sphère de la controverse socio-technique. Donc, RMA, je ne suis pas une spécialiste et on pourra en discuter avec Michel Camus plus tard. Je pense qu'il y a consensus scientifique sur la dangerosité, donc on est vraiment dans la sphère de la controverse politique. Par ailleurs, je pense qu'il y a encore des zones d'ombre sur la valorisation, les enjeux que ça pose. On manque de données aussi sur le bruit, notamment, donc sur les résidus d'amiante dans l'air. Je lisais sur les affiches qu'on a peu de données on a beaucoup de données sur le contexte en contexte de travail, mais assez peu sur l'environnement. Donc, à mon avis, puis on pourra en discuter, on est dans la sphère de la controverse scientifique. Donc, c'est à retenir pour ce dont je vais vous parler un peu plus tard autour de l'acceptabilité sociale. Donc, on a vu qu'est-ce que ça veut dire accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'on accepte? Bien, on accepte un projet ou une politique. Et en fait, quand on parle d'acceptabilité sociale, ce qu'on accepte, c'est la raison d'être du projet, c'est son essence, son objectif. Pendant longtemps, on faisait valoir, jusqu'aux années 70 environ, on faisait valoir les faisabilités techniques, financières, régulatives, le respect des règles, le respect des normes, et c'était suffisant pour ancrer, je vous dirais, la légitimité, la raison d'être, la pertinence d'un projet. Hydro-Québec, par exemple, avec ses barrages, avait une expertise technique très forte, la faisabilité, la rentabilité économique. Une fois qu'on avait ça, les projets pouvaient aller de l'avant. Or, avec la sensibilisation, notamment aux enjeux environnementaux, on s'est rendu compte que ce genre de légitimité autour de la faisabilité d'un projet, ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, on va se demander, est-ce que le projet, il est pertinent? Est-ce qu'il répond à un diagnostic? Est-ce qu'il est préférable au statu quo? Si je reviens à la définition de l'acceptabilité sociale. Donc, est-ce que le projet répond réellement à une problématique? Et est-ce que les coûts et les risques associés à un projet en valent la peine? L'image que je vous ai mise ici, je ne l'élaborerai pas dessus, mais c'est le projet de TESS Canada. Et je pense que c'est un bon exemple où finalement la pertinence du projet, le fait que le projet réponde à un besoin, à un diagnostic commun, elle n'est pas solide, cette pertinence. D'où, je pense, la controverse autour de ce projet. C'est le projet d'hydrogène vert alimenté par un immense parc éolien en Mauricie. On pourrait y revenir dans la discussion. Mais je pense que c'est un bon exemple où là, on ne s'est peut-être pas assez attardé à réfléchir à la pertinence, au diagnostic auquel répondait ce projet. Donc, cette analyse coût-risque m'amène à vous parler un petit peu du risque. Je pense que c'est le thème de la journée d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un thème vraiment pertinent parce que la perception du risque, elle est centrale. Bien sûr, le risque est probabilisé. On a des données. Parfois, on n'a pas toutes les données. Je l'évoquais il y a un instant. Mais le risque doit vraiment être vu comme un construit social. Donc, vous avez ici une citation de Pidgeon qui nous dit que le risque, en fait, c'est un sous-produit des influences sociales, culturelles et psychologiques auxquelles on est soumise. Donc, ce n'est pas que des statistiques, ce n'est pas que des chiffres, c'est plus complexe que ça. Ce qui fait en sorte que c'est fascinant de mon point de vue, mais que c'est un peu plus compliqué à gérer. Parce que dans cette perception du risque, les émotions jouent un rôle important. Et là, je vous lis juste la deuxième partie de la citation du bas, qui est à mon avis très parlante, où on nous dit que « Feelings serve as an important cue for benefit risk judgments and decisions ». Donc, un cue, quelque chose qui va vraiment nous orienter. Notre gut feeling, ça vient jouer. Et ça a été documenté dans la science sur la communication du risque.
Maintenant, la question épineuse de qui accepte. Bien, évidemment, la population qui accepte un projet, c'est celle qui est présente sur le territoire visé. Donc, si on parle de valorisation des RMA, évidemment, les populations locales doivent accepter. Cela dit, quand on parle d'un projet intangible ou encore d'un projet qui soulève des enjeux sociétaux plus larges, bien, on va donc faire référence à un éventail beaucoup plus étendu d'acteurs et d'actrices qui ont à accepter le projet. Donc, il n'y a pas de limite établie. C'est vraiment du cas par cas. Je vous ai mis, par exemple, disons de façon hypothétique qu'on parle de la construction d'un nouveau barrage d'Hydro-Québec. Bien, en fait, les groupes environnementaux vont sans doute monter au créneau en disant bien, les rivières qu'on veut harnacher, ça fait partie du patrimoine collectif et donc tous les Québécois et Québécoises devraient se sentir concernés, pas juste les gens de la Côte-Nord, par exemple, parce que c'est le genre d'argument qui a été mis de l'avant lorsqu'a été discutée la construction du barrage de la Romaine, où on a tenté, donc, les groupes environnementaux ont tenté de faire valoir que tous les Québécois et Québécoises étaient concernés par le projet. Je vous ai mis aussi la photo du site de Nordvolt, où cette fois-ci, c'est l'ampleur des investissements publics qui font en sorte que tous les Québécois et Québécoises sont susceptibles de se sentir concernés par le projet et pas seulement donc, les riverains ou la population locale. Donc, les frontières des populations qui ont à accepter un projet, c'est à reconstruire à chaque fois, ça se fait au cas par cas. Et ça se fait à travers la construction que font les acteurs de leur légitimité à intervenir au débat, à prendre part au débat. Donc, les populations locales vont faire valoir leur légitimité de proximité. Les populations locales vont dire, bien, vous devez m'entendre, j'ai voix au chapitre parce que j'habite à proximité du projet. Les populations locales vont bien sûr être intéressées par les retombées économiques, c'est classique, mais ce sont aussi les populations locales qui vont être les plus rapidement, je dirais, inquiètes des effets du projet sur leur santé, sur l'environnement, sur le paysage. Et ces inquiétudes liées à la santé, à l'environnement, au paysage, souvent, on va les catégoriser de syndrome NIMBY. Pour Not in my backyard, vous connaissez l'expression, donc le syndrome du pas dans ma cour, où finalement la population va reconnaître qu'un projet est peut-être nécessaire, mais pas dans son environnement immédiat. Donc, des fois, il y a ça. Mais des fois aussi, l'opposition locale peut traduire un malaise plus profond envers le projet en lui-même, envers les valeurs que sous-tend le projet. On parle beaucoup de GNL Québec ces temps-ci dans les médias, donc l'idée de remettre au goût du jour le projet de GNL Québec, donc construction d'un pipeline. À l'époque, quand on a discuté de ce projet-là, on avait vraiment un conflit de valeurs entre le développement économique, l'exportation des sables bitumineux canadiens sur les marchés internationaux et la valeur environnementale, notamment devant la protection de l'environnement du fjord du Saguenay, le fait que c'est un parc national, le fait qu'il y a une population de beluga qui est une espèce menacée. Donc, on avait vraiment un conflit de valeurs autour de ce projet-là. Je vous ai mis aussi comme exemple ici, l'image n'est pas très bonne, mais ça fait référence au déménagement du Casino de Montréal de l'île Notre-Dame au quartier Pointe-Saint-Charles dans le sud-ouest de Montréal. Donc, en fait, c'est ce projet-là qui a vraiment fait école en matière d'acceptabilité sociale au Québec. C'était en 2005 et c'est un projet qui était présenté par l'Auto-Québec et par le Cirque du Soleil. Et les promoteurs étaient convaincus que leur projet serait accueilli à bras ouverts. C'était quand même le Cirque du Soleil. Mais il y a vraiment une fronde des populations locales qui ont vu arriver ce projet-là. Il n'y avait pas eu de consultation. Elles n'étaient absolument pas au courant des tenants et aboutissants du projet. Et les groupes communautaires de Pointe-Saint-Charles ne souhaitaient pas que leur paysage soit impacté, que leur milieu de vie soit impacté par ce projet-là, bien sûr. Mais plus fondamentalement, il y avait aussi un enjeu de valeur, c'est-à-dire que les groupes communautaires étaient assez opposés à cette idée de valoriser un projet centré autour des jeux de hasard, dans un contexte où il y a une population quand même dépendante, il y a de la dépendance aux jeux compulsifs dans certains de ces quartiers qui étaient concernés. Donc, on voit que ce n'est pas toujours le syndrome NIMBY qui est en cause. Souvent, des fois, le conflit est plus profond et touche donc vraiment aux valeurs des individus. D'où l'importance de prendre un instant, de s'arrêter et de caractériser le conflit auquel on fait face. Est-ce que le conflit touche certaines nuisances du projet, trop bruyant, les camions le soir ou le matin trop tôt, etc.? Bien, si on parle juste, en guillemets, de nuisances, peut-être que la solution, c'est de réfléchir, de discuter de compensation pour les populations locales. Est-ce que l'opposition ou le conflit touche les paramètres du projet, trop gros, trop proches? Dans les cas de projets éoliens, on a souvent ces discussions-là autour des paramètres.
Auquel cas, peut-être que la solution, c'est de négocier des compromis, hein, donc de redéfinir le contour du projet, peut-être moins d'éoliennes, des tours un peu plus basses, etc. Souvent, ces réactions autour des nuisances et des paramètres sont relatives au sentiment d'injustice des populations locales, hein, qui doit aussi être pris en compte dans l'analyse. Les populations locales vont se dire « Pourquoi c'est moi qui subirais un projet pour les impacts négatifs d'un projet pour des bénéfices qui, des fois, se répercutent à l'échelle d'une région ou même à l'échelle du Québec. » Et comme je l'évoquais avec les exemples que j'ai mentionnés, parfois l'opposition est vraiment relative au fondement même du projet, hein, au conflit de valeurs. Et les valeurs, c'est difficile à négocier. Ça peut se transformer des valeurs, mais ça se transforme vraiment sur le long terme. Donc, pour revenir à cette idée que c'est vraiment important de prendre un temps d'arrêt et de caractériser le conflit, hein, la controverse à laquelle on fait face. Souvent, les populations locales qui sont opposées à un projet vont vouloir se distancer de ce syndrome NIMBY, qui est assez péjoratif, hein, qu'on accole justement à ces réactions un peu négatives. Et pour ce faire, donc, les populations locales, ça s'est vu dans plusieurs projets, vont opérer un mécanisme qu'on appelle de montée en généralité. C'est vraiment un mécanisme communicationnel, discursif, où on va transformer par l'argumentaire un problème spécifique en un enjeu général qui concerne le bien public. Je vous l'ai dit un peu avec le projet de la Romaine sur la Côte-Nord, où les groupes environnementaux ont dit ce n'est pas juste un projet de développement économique pour Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles. Et on parle ici du patrimoine collectif des Québécois, des dernières rivières non harnachées du Québec. Donc, parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Dans le cas de la Romaine, pour plein d'autres raisons que je pourrais évoquer dans la discussion, ça n'a pas fonctionné. Hein. Le projet était réussi à construire une légitimité et à être perçu comme étant socialement acceptable. Je vous ai mis ici une photo de tracteur. En fait, c'est un autre exemple de montée en généralité, toujours en lien avec un projet de parc éolien où les agriculteurs étaient contre donc, ce projet de parc éolien. Et c'était en Montérégie. Et l'argument, la montée en généralité a été ici construite autour du fait que les terres agricoles en Montérégie, ce sont les meilleures terres arables du Québec. Et donc, l'argument, c'était de dire on est en train de compromettre le garde-manger des Québécois. Hein, donc, de faire référence au garde-manger des Québécois, pas très français comme expression, je pense, ça permettait donc de faire cette montée en généralité et de se distancer un peu de ce syndrome NIMBY vu assez négativement. Le processus de montée en généralité, ça permet donc aussi de rallier d'autres acteurs, hein, à l'opposition à un projet où je parle beaucoup de populations qui s'opposent à un projet, mais tous ces processus-là peuvent aussi être mis en avant pour appuyer un projet. Hein. Ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. Mais donc, quand on procède à une montée en généralité en mettant de l'avant des intérêts de nature générale, souvent, ça permet de rallier d'autres acteurs au débat. Et donc, ça crée un jeu d'échelle. Et ces autres acteurs, par exemple, des organisations de la société civile, des expertes, des experts, ça permet donc aux populations de se réclamer d'une certaine représentativité. On va dire, ce n'est pas juste les citoyens de Val-des-Sources qui parlent, c'est vraiment ceux de la région en entier, voire ceux et celles du Québec en entier, le cas échéant. L'arrivée de ces nouveaux acteurs, actrices, souvent, ça va se faire avec l'apport d'une contre-expertise. Donc, je reviens à mes 3 types de controverses. Si vous vous rappelez, dans la controverse socio-technique, la science n'est pas encore tout à fait stabilisée. Et donc, il y a cette lutte d'expertise et souvent, donc, les acteurs qui interviennent dans un débat vont apporter, hein, d'autres éléments scientifiques, d'autres types de résultats, de données qui vont continuer à alimenter la controverse. Dans le cas du casino, donc, le déménagement du casino, la direction de la santé publique de Montréal est intervenue auprès des groupes communautaires assez rapidement pour s'opposer au projet avec des données à l'appui, donc avec la science à l'appui, notamment autour du jeu compulsif. Maintenant, comment est-ce qu'on en vient à accepter? Donc, c'est ici que je vous parle de participation publique, qui est vraiment reconnue comme étant un vecteur d'acceptabilité. Je ne vous apprends rien ici. L'ampleur des dispositifs de participation publique à mettre de l'avant, ça dépend du débat qu'il y a eu ou pas en amont. Donc, ici, par exemple, on a eu quand même ces consultations du BAP il y a 5 ans, mais ça n'empêche, donc on a déjà une certaine connaissance collective, hein, de l'enjeu de la valorisation des RMA. Ça n'empêche pas que par rapport à un projet donné,
on peut s'attendre à ce que les populations veuillent avoir avoir voix au chapitre, puis veulent vouloir se prononcer sur le projet en particulier, même si on a déjà discuté du contexte. Et cette volonté de prendre part aux discussions, c'est particulièrement présent lorsqu'il y a des risques encore inconnus, lorsqu'il y a des risques en présence. Alors, et cette diapo-là a l'air de rien, mais elle est super importante dans le propos, parce que devant cette volonté participative, les promoteurs de projets ont souvent tendance à vouloir informer et convaincre. Puis, je vais commencer par ça, puis je vais ajouter ensuite ma parenthèse par rapport à la présentation de ce matin. Donc, par exemple, gaz de schiste au Québec. On ne connaissait pas le gaz de schiste, c'était une nouvelle technologie, la fracturation hydraulique. On ne savait même pas c'était quoi la composition des fluides à injecter pour procéder à la fracturation. Donc, beaucoup d'inconnus, controverses sociotechniques. Le promoteur est arrivé en disant « Faites-vous-en pas, c'est sécuritaire, on fait bien ça, il n'y a pas de problème ». Ce genre d'approche communicationnelle, quand le risque est mal balisé, ça ne fonctionne pas du tout. Ça braque les populations et ça fait qu'envenimer le conflit. Et ma parenthèse par rapport à ce matin, c'est que dans le fond, ce dont on se rend compte, c'est que cette approche communicationnelle de dire « vous ne connaissez pas, on va vous éduquer et puis vous ne serez plus inquiet ou vous serez inquiet », ça fonctionne dans les deux sens. Donc de dire « vous connaissez mal l'enjeu des RMA et c'est pour ça que vous n'êtes pas inquiet », bien ça aussi, on voit que ça peut braquer les populations. Donc, c'est quoi la solution par rapport à ça? C'est vraiment d'établir un dialogue. Vous l'avez nommé d'ailleurs dans les mots-clés que vous avez évoqués d'entrée de jeu. Donc, plutôt que d'informer et de convaincre, ça correspond en communication, ça s'appelle le modèle du déficit. Donc, il y a un déficit de savoir. On veut combler ce déficit-là pour rassurer les populations. Mais les études montrent que ça ne fonctionne pas, ce modèle-là, quand le risque est mal balisé. Quand le risque est connu, pensons à l'usage du tabac, ce genre de communication persuasive, bien sûr, ça fonctionne. Mais quand le risque est mal connu ou mal balisé ou encore controversé, quand on est dans la controverse sociotechnique, cette approche communicationnelle ne fonctionne pas. Et donc, ce qui est préconisé, ce sont vraiment des approches dialogiques. Donc, d'établir des espaces de discussion, des espaces de dialogue qui peuvent permettre au savoir citoyen d'être pris en compte, de remonter. Et là, je vous ai mis aussi une citation qui dit que les citoyens, en fait, citoyennes, peuvent apporter différents types de savoir à la discussion et qu'en fait, leur contribution, elle est valable sur le plan épistémologique. Donc, sur le plan de l'avancement des connaissances, c'est une contribution, le savoir citoyen qui est valable. Je dis n'importe quoi, mais disons qu'il y a un citoyen qui dit « Ouais, quand le vent vient du nord, on voit qu'il y a beaucoup plus de poussière qui vient de cette halde-là en particulier. » Mais ça, c'est un savoir expérientiel, issu donc du quotidien, et c'est un savoir donc valable dans la prise en compte des paramètres d'un projet. Et donc, l'idée du modèle participatif, c'est vraiment de co-construire les frontières du risque acceptable, donc de discuter avec les populations. Qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter comme risque en ayant les données à l'appui? Donc, il ne s'agit pas de discuter dans le vide. Il faut vraiment avoir les données, être le plus éclairé possible quant aux tenants et aboutissants du projet. Et avec cette connaissance, essayer de discuter ensemble sur les frontières d'un risque qui serait acceptable dans un contexte donné. Et dans ces discussions-là, l'objectif, c'est de traduire ces affirmations de sens commun, la poussière qui vient davantage lorsque le vent vient du nord, en paramètres techniques du projet. Donc, vraiment d'utiliser ce savoir citoyen pour moduler les projets, pour tenir compte des réalités locales. Il y a toute une littérature, je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais il y a toute une littérature sur les différents types d'espaces, les différents types de forums délibératifs, leurs caractéristiques, les dispositifs qu'on peut mettre en place pour créer ce genre d'espace dialogique. Évidemment, ce n'est pas magique. Il y a quand même des défis importants à ces approches donc, participatives. D'abord, le temps de la participation, c'est un temps long. Je disais, ça prend des données. Il faut que les personnes puissent vraiment être alimentées par le plus de données. Il faut que l'éclairage soit là, donc ça prend un certain temps. Ce n'est pas toujours facile de rejoindre les populations marginalisées. Donc souvent, ce dont on se rend compte, c'est que ce sont beaucoup les mêmes personnes qui participent à ce genre d'exercice délibératif, probablement les personnes que vous voyez à votre conseil municipal. Donc, c'est les mêmes individus. Donc, il faut vraiment faire un effort pour aller chercher d'autres pans de la population. Fondamental que le processus soit considéré comme étant indépendant,
Donc, si on sent qu'il y a un biais de la part de l'autorité publique ou de la part du promoteur, généralement, ça mine le processus dès le départ. Ce n'est pas toujours possible d'arriver à un consensus. Et ce consensus, lorsqu'on y arrive, bien, il est évidemment dynamique, hein, il est appelé à évoluer dans le temps. Donc, ce n'est pas facile, mais chose certaine, ce que ça permet, ce genre d'approche participative où on écoute les citoyens, on dialogue avec les citoyens, on n'est pas dans une perspective de persuasion, mais bien d'écoute. Ce que ça permet, c'est vraiment de construire la confiance. Et donc, envers les promoteurs, envers les autorités politiques. Et la confiance, la littérature est très, très claire là-dessus, c'est un élément clé dans la communication du risque. 2 facteurs clés pour aider à comprendre la construction de cette confiance. D'abord, la transparence, mais la transparence efficace. Donc, il ne s'agit pas de noyer les populations, les citoyens et citoyennes dans un ensemble de données, mais bien de leur fournir des informations qu'ils vont pouvoir recevoir, s'approprier, sous-peser et utiliser dans la discussion. L'autre facteur clé, c'est l'ouverture perçue du promoteur. Donc, l'ouverture à moduler le projet. Hein, si on fait une consultation ou un dialogue, hein, c'est vraiment plus un dialogue qu'une consultation, mais qu'au final, le projet ne peut pas changer, ça ne donne rien en termes de confiance. Il faut vraiment qu'on sente hein, qu'il y ait cette perception d'ouverture de la part des promoteurs et des autorités. Dernier élément, la communication de l'incertitude. Je pense que c'est le cas dans la RMA. Hein, je vous dis, on a certaines données. Dans ce genre d'exercice participatif, il faut mettre à plat toutes les données utiles, efficaces dont on dispose pour éclairer la décision. Mais même, en même temps, parfois, on n'a pas toutes les données. Puis, la littérature, ce qu'elle montre là-dessus, c'est qu'en général, le fait de communiquer sur l'incertitude et donc de dire on n'a pas toutes les données, en général, ça fait augmenter la confiance. Dans la mesure où cette communication elle est bien faite, là, il y a des facteurs qui peuvent intervenir, mais donc, ce que la littérature suggère, c'est d'être transparent sur l'incertitude également. Donc, de dire on n'a pas ces données-là, on est en train de faire de la recherche là-dessus, etc. Et enfin, je termine avec qui décide de l'acceptabilité sociale et comment on fait pour déterminer si un projet est acceptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les opposants n'ont pas nécessairement à se rallier. Hein, donc, l'acceptabilité sociale, ce n'est pas de faire l'unanimité. On va dire qu'il y a apaisement de la controverse lorsque les opposants estiment que l'enjeu ne vaut plus vraiment l'effort de mobilisation, peut-être justement parce que le projet a été modulé de telle sorte qu'il tienne compte des risques puis des préoccupations des populations, ou alors quand le poids des opposants devient marginal par rapport au consensus sociétal. Donc, il y a vraiment quelques opposants qui demeurent, mais en général, on sent qu'il y a vraiment une acceptabilité. Donc, tout ça est un jugement très, très subjectif. Et on dira donc que le jugement collectif est favorable au projet. Ultimement, ce sont les autorités politiques à différents niveaux qui vont jouer le rôle d'arbitre hein, et qui vont donc procéder à cette évaluation subjective, hein, qualitative dont je parlais, et qui vont donc jouer le rôle d'arbitre en émettant les autorisations, les permis, en adoptant les législations nécessaires pour qu'un projet puisse aller de l'avant. Et donc, la confiance revient ici, parce que pour que ce jugement quant à l'acceptabilité sociale d'un projet soit reçu comme étant objectif, bien, il faut qu'on ait confiance envers les autorités hein, pour dire, bien, OK, oui, c'est un jugement subjectif, mais en même temps, les autorités l'ont fait de la meilleure façon possible. J'ai confiance envers mon maire, mon député, mon ministre, que les décisions qui ont été prises ont été faites dans la meilleure objectivité possible au profit de l'intérêt public. Quand il n'y a pas cette confiance envers les autorités, bien, c'est toute la décision, en fait, qui va devenir inacceptable. Donc, en conclusion, comme on a vu au fil de la présentation, il y a différents facteurs qui peuvent aider ou défavoriser la construction de l'acceptabilité sociale. Donc, il y a des facteurs liés au projet, liés aux promoteurs, liés au milieu d'accueil, y compris donc les perceptions du risque des populations de ce milieu d'accueil. Il y a des facteurs liés au processus, aux acteurs en présence, aux démarches communicationnelles, notamment cette mécanique de la montée en généralité qui est fort importante. Et tout ça nous amène à 4 principes fondateurs de l'acceptabilité sociale. Pour qu'un projet soit jugé comme étant acceptable, il doit y avoir évidemment faisabilité. On a vu avec Nordvolt, par exemple, que la faisabilité financière ou technique n'était peut-être pas là, finalement, en bout de compte. Il doit y avoir pertinence. Donc, le projet, est-ce qu'il répond vraiment à un problème par rapport au statu quo? Il doit y avoir équité, et souvent l'équité passe par l'ouverture au savoir citoyen, le dialogue, la participation.
Et il doit y avoir confiance envers le promoteur, envers les autorités publiques qui vont juger ultimement de cette acceptabilité sociale. Donc voilà, merci beaucoup. Madame Stéphanie Yates.